Salut à tous et bienvenue dans la saison 2 de Fin de Podcast. Je suis Ben, créateur de l'agence cocktail et spiritueux Rhône-Alpine, Fin. J'interviens auprès des professionnels pour de l'événementiel, de la formation ou encore de la représentation de marque. Cette année encore, je pars à la rencontre des hommes et des femmes qui font bouger l'univers des cocktails et des spiritueux. En commençant par explorer leur passé, vous allez découvrir comment ces personnalités sont devenues des acteurs incontournables de cet univers que je côtoie depuis près de 20 ans. À travers ces interviews, vous découvrirez donc leur parcours, mais aussi leurs succès, leurs doutes et leurs envies pour l'avenir. Je vous laisse avec notre invité du jour. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mon micro une grande dame de l'univers des spiritueux. Bercée dans l'univers de la boisson depuis sa plus tendre enfance, elle ne se prédestinait pourtant pas à reprendre un jour les rênes de l'entreprise familiale et la développer. En effet, aujourd'hui, j'accueille Judith Cartron à mon micro et j'en suis plus qu'honoré. Cette businesswoman qui est sur tous les fronts prend le temps de libérer son agenda pour répondre à toutes mes questions. Et dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours, de son enfance en région parisienne à ses différentes expériences professionnelles. Elle se confiera bien sûr sur sa prise de poste chez Joseph Cartron, sur le concours Unexpected Cartron, ainsi que sur ses envies pour l'avenir. Je vous laisse découvrir tout ça. Bonjour Judith, comment vas-tu ? Bonjour Benoît, je vais très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté de te confier dans Fin de Podcast. Donc comme tu le sais, sur cette interview, on va parler de toi, ton présent, ton passé, ton futur. On va passer aussi par les doutes, les réussites, plein d'anecdotes personnelles. Et comme toutes les interviews, je commence toujours par chercher des infos sur mon invité sur Google. Alors des fois, je trouve des homonymes et c'est un peu rigolo. Avec toi, trouver un homonyme, c'est mission impossible. Par contre, j'ai trouvé plein d'infos pour réaliser mon interview et ça, c'est cool. Mais on va commencer par le commencement. D'où viens-tu ? Alors, d'où je viens ? En fait, moi, je suis originaire de par mes parents de Bourgogne. Mais en fait, contrairement à tout ce que tout le monde pense, je n'ai pas été élevée en Bourgogne. Puisque mon père a fait ses études à Paris. Donc, il a quitté la Bourgogne, il a rencontré ma mère à Paris. Et comme ma mère était universitaire, mon père a finalement, à sa sortie d'école de commerce, a fait sa carrière en fait sur Paris. Donc, nous, on a été élevés en région parisienne. Et je n'ai rejoint la Bourgogne que quand j'ai pris la décision de reprendre l'entreprise. Et bien évidemment, en fait, mes grands-parents habitaient, maintenant ils sont décédés, dans la maison de famille. Et en fait, et l'usine en fait a été construite dans le jardin de la maison de famille. Donc bien évidemment, je venais pour les vacances, pour Noël, etc. chez mes grands-parents. Mais jusqu'à l'âge de 38 ans, en fait, je n'ai jamais vécu en Bourgogne. Voilà. Ok, ah oui, en effet, donc info à savoir. D'ailleurs, enfant, tu étais comment ? Est-ce que tu étais une enfant plutôt réservée, plutôt curieuse ou même extravertie ? En fait, je suis assez comme maintenant, c'est-à-dire que c'est un mélange à la fois de discrétion, c'est vrai, parce que j'aime pas forcément me mettre en avant. Je suis très centrée en fait sur mes tâches, sur ce que je dois faire, mais en même temps, j'ai un franc-parler qui parfois étonne. Mais j'ai toujours eu l'habitude, et petite, c'était pareil, de dire ce que je pense. Alors bon, en vieillissant, j'ai appris à mettre davantage de rondeur dans mes propos, mais et avec, je dirais, peu importe l'interlocuteur que j'ai en face. Ça, c'est quelque chose qui est resté depuis mon enfance. Et après, j'ai toujours, même si je suis discrète, j'aime le contact humain, j'aime comprendre les autres, je suis assez ouverte d'esprit en fait, et je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse. La richesse, c'est de rencontrer des gens différents de soi, parce que c'est tellement ennuyant de rester dans le même milieu avec des gens qui sont comme nous. Et je trouve qu'au contraire, la différence, même si c'est difficile, parce que le dialogue peut être parfois, comment dire, on peut être dans l'affrontement avec d'autres et c'est pas facile de discuter quand on n'est pas d'accord. Mais en revanche, on apprend.
et soi-même on avance. Parce que en ayant un point de vue différent en face de soi, forcément ça fait réfléchir sur le sien. Donc c'est quelque chose où oui, j'aime rencontrer des milieux très différents du mien. Et voilà, ça c'est quelque chose. Et quand j'étais petite, mais ça n'empêche pas que je suis discrète. En fait, je crois que j'aime mieux écouter que parler. Voilà, c'est c'est quelque chose qui me caractérise. Je comprends, et en effet, c'est la caractéristique de certaines personnes de savoir écouter, et du coup, quand ils parlent, ils ne parlent pas pour rien dire, par contre. Est-ce que oui, tu te considères un peu comme ça? Clairement. Puis en fait, je trouve que j'ai tellement pas le temps parce que je suis mère de famille, je dirige l'entreprise, donc j'ai toujours appris à préserver mon énergie, et donc je vais l'utiliser pour des choses utiles. Donc effectivement, ça fatigue de parler trop. Donc je le ferai qu'à bon escient. Et même pour les autres, c'est aussi par respect pour autrui, parce que parler pour rien, c'est inefficace en fait. Voilà. Donc je suis assez effectivement pour l'efficacité. C'est bien, ça doit être intéressant les réunions avec toi, au moins ça doit aller à l'essentiel. Ah oui. D'ailleurs, toujours un peu dans l'enfance, à l'école, t'étais comment? Plutôt au fond de la classe près du radiateur, ou tout devant à répondre à toutes les questions? Alors, ni l'un ni l'autre. Alors, j'étais plutôt devant, mais en fait, j'observais beaucoup. Mais pareil, j'étais pas forcément quelqu'un. Alors, j'étais assez à défendre la veuve et l'orphelin, mais ouais, j'étais toujours, par exemple, je faisais partie du conseil de classe des élèves. J'étais toujours, j'étais pour une équité absolue, etc. Un traitement juste, mais j'étais pas forcément une élève qui participait beaucoup, en fait, en classe. Ok, donc toujours dans ton enfance, tu as donc baigné logiquement dans l'univers de la boisson, vu que tu représentes la 5e génération de Cartron. Tu savais déjà que tu y travaillerais plus tard ou pas du tout? Pas du tout. En fait, heureusement, mes parents, en fait, c'est plus mon père, parce que bon, ma mère n'est pas dans l'affaire, mais mon père nous a jamais élevés. On est 3 enfants, hein, je suis la 2e. Nous a jamais élevés pour reprendre l'entreprise. Et lui-même, il l'a repris très tardivement. Il l'a repris, il avait 50 ans. Nous, on était élevés, en fait. On avait quitté la maison. Donc, c'était pas du tout dans notre éducation, et je dirais tant mieux, parce que pour moi ça a été un vrai choix et pas un choix, et je pense que c'est quelque chose quand même de reprendre l'entreprise familiale, même si pour moi ça m'a très vite semblé être une évidence, c'est pas quand même quelque chose de simple. Et puis contrairement à une entreprise, je dirais, où il y a pas la famille, il y a tout le côté affectif, et on a une vraie responsabilité, hein, bien sûr, comme toute entreprise, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses clients, mais là en plus il y a le poids de la famille. Donc c'est heureusement, et puis je dirais heureusement que j'ai pas eu cette culpabilité. En fait, je suis pas grandie avec la culpabilité. J'ai pas le choix, il faut que je reprenne. Donc ça, c'est une vraie chance. Et l'entreprise familiale est une petite PME, et heureusement que j'ai eu d'autres expériences, parce que je dirais que quand j'ai pris la décision de rejoindre l'entreprise familiale, j'avais mon expérience, j'avais ma crédibilité, j'étais pas juste la fille de mon père et la 5e génération. Et heureusement, parce que la PME ne forme pas. Donc, et mon père a eu ce même, on a été les deux seuls en fait, hein, à pas être tout de suite rentrés après nos études dans l'entreprise. Et c'est bien d'avoir une expérience, parce que je pense que je n'aurais jamais changé les choses comme je l'ai fait en ayant grandi dans l'entreprise. Et puis après, à titre personnel, c'est quand même bien à un moment donné de couper le cordon ombilical, et puis de voler de ses propres ailes. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Mais de toute façon, on va y revenir sur ta passation dans l'entreprise. Tes études, du coup, une fois que tu as eu passé ton enfance un peu parisienne, etc., tu te diriges vers quel type d'études? Qu'est-ce qui t'intéresse à cette époque-là?
Mais je me suis dirigée. En fait, j'ai fait une prépa 1 an pour une prépa école de commerce. Et au bout d'1 an, j'avais passé une école qui était assez facile à obtenir. Et je l'ai eu. C'était l'ISG, et qui était une école en fait assez originale à l'époque. Alors ça l'est plus du tout aujourd'hui. Où on avait deux choses. Un, il y avait une année à l'étranger. Et la deuxième chose, c'est que la troisième année, on l'a passée en entreprise pendant quasiment tout le temps. Donc en fait, je dirais qu'on arrivait, on était assez opérationnel. Et c'est vrai que j'étais pas si scolaire que ça, et que j'étais beaucoup plus. Et d'ailleurs, j'ai vu la différence. Hein. Dès que j'ai commencé à travailler, waouh, j'étais bien plus épanouie qu'à l'école, hein. Parce que je crois que j'aime agir en fait. J'aime voir le résultat de mes actions. C'est quelque chose qui me plaît de coordonner, d'organiser, de voir comment on peut améliorer les choses. Donc je me suis tout de suite sentie impliquée en fait dans l'entreprise. Bien plus que dans les études où quelque part, alors c'est pas comme ça que j'ai éduqué mes enfants, mais où je me disais bon à quoi ça sert, à part bien évidemment la culture générale, etc. Mais je voyais pas bien. En fait, ce que je reprochais un peu au système scolaire, c'est, je dirais deux choses. C'est pas forcément le respect de la différence. En fait, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait rentrer dans un moule, ou sinon on n'y arriverait pas. Et aussi la deuxième chose, c'est que on nous forme pas pour l'après. Et en fait, le diplôme est important. Alors en France, il est indispensable. Mais je dirais ce qui est encore, c'est le début de la vie pour moi, hein, le diplôme. Mais c'est après, et c'est dommage parce qu'il n'y a pas cette ouverture sur le champ des possibles. Et quand on se rend compte, et moi je le vois en tant que mère, c'est quand même difficile parce que ces enfants, c'est pas nous, ils ont des personnalités qui sont différentes, et c'est comment les aider à trouver leur voie. Et c'est là où il y a une vraie inéquité parce que soit vous avez les moyens de le faire, soit vous ne l'avez pas. Mais je parle pas financièrement, hein, je parle dans sa formation, et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps avec eux à faire les journées portes ouvertes, à essayer de regarder qu'est-ce qui pouvait leur plaire, etc. Et d'ailleurs, ils font tous les trois des choses complètement différentes. C'est pas toi qui as formé la 6e génération de Gartro, alors. Non. Donc voilà, c'est un peu ça. Et c'est vrai que j'étais bien plus épanouie dans la vie de l'entreprise. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant d'entreprise, donc tu fais tes études, tu pars à l'étranger. T'es parti où à l'étranger? Alors, je suis partie 15 jours en Corée, donc c'est rien. Je suis partie 2 mois et demi à Tokyo et 5 mois aux États-Unis, à New York. Voilà. Hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on est ressorti de tout ça? Une ouverture d'esprit? Parce que du coup, c'était il y a quand même quelques années. Clairement. Ça m'a appris quand même les différences culturelles qu'on pouvait avoir. Hein. Puis alors, pour le coup, l'Asie et les États-Unis, c'est quand même radicalement opposé. Alors bon, les États-Unis, j'y avais déjà été, mais c'est vrai que l'Asie, ça m'a fascinée parce que cette différence culturelle avec les Occidentaux. Alors, je parle de l'époque. Hein, ça a sans doute évolué aujourd'hui, mais où par exemple nous, les Occidentaux, on est très sur l'individu. Il faut se démarquer, il faut être différent de l'autre, il faut clamer sa différence. Tandis qu'au contraire, au Japon, on a vraiment cette impression qu'il faut pas être différent, il faut pas sortir du groupe, il faut être comme l'autre. Et on avait ces mouvements de masse, de foule, où on était entraîné, par exemple, à la sortie du métro, on pouvait pas s'échapper de cette foule, et aussi ce côté où on ne peut pas dire ce qu'on pense, hein, où on reste très on a le droit de le dire quand on a bu, et quand on est ivre. Et c'est vrai que les hommes sortaient après leur journée de travail, et il y a que là où ils pouvaient, sinon c'est très difficile. Et par exemple, je me souviens, alors il n'y avait pas les noms de rue à l'époque, et dès qu'on demandait notre chemin, on en avait pour 2 heures si la personne ne savait pas, et au lieu de nous dire non, excusez-moi, je sais pas, et non, elle pouvait pas le dire. Donc il fallait et parfois ils nous donnaient des fausses indications parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense pas. Bon, et puis après il y avait effectivement
en tant que femme, c'était bon, on n'était pas forcément à égalité avec l'homme dans bon à cette époque et ça a peut-être changé maintenant, oui. Oui, ça a sans doute évolué. Donc c'était mais fascinant et puis ce côté très il y a une vraie culture dans ces pays-là très ancrée, très différente de la nôtre et cette opposition avec les temples, avec les costumes traditionnels des vendeurs de patates et c'est cette circulation, ces écrans géants, ce bruit. En fait, on avait à la fois la tradition et la modernité qui étaient complètement mélangées en fait et c'était enfin pour moi ça a été un vrai choc, mais dans le bon sens du terme. Et c'est un peuple qui est vraiment intéressant, je trouve. Voilà. Ok, trop chouette. Et du coup, donc après premières expériences professionnelles, tu commences où? Alors, j'ai commencé dans une entreprise familiale qui aujourd'hui malheureusement a été vendue. C'était la famille Kélian. Donc qui faisait de la chaussure haut de gamme à Romans-sur-Isère. Donc à l'époque où il y avait plusieurs chausseurs. C'était la famille y était toujours. En fait, après ça a été vendu alors j'y étais plus quand ils ont pris leur retraite et ils n'avaient pas de successeurs. Et c'était une entreprise où ils faisaient encore. Alors leur spécialité, c'était les chaussures tressées. Donc ils faisaient il y avait des ouvrières qui faisaient le tressé main. Donc ah oui, il y avait un véritable savoir-faire. Alors ils avaient plusieurs marques, mais bon, ça va rien te dire parce que elles ont disparu. Mais bon, il y avait Maud Frison, Mosquito, il y avait la licence Kenzo, qui existe toujours, femme, et Stéphane Kélian. Et en fait, ça a été une opportunité pour moi. Et c'est un peu ce qui va guider ma carrière. En fait, c'est que j'ai jamais dit non et j'ai plutôt accepté des choses qui sortaient un peu des sentiers battus dans le sens où je suis pas rentrée dans je veux faire du marketing dans des boîtes de haut de gamme ou de luxe ou suivre des carrières où forcément c'est ceux qui ont des diplômes bien supérieurs aux miens qui accèdent plus facilement. J'ai choisi des voies qui étaient moins dans des chemins tout tracés où c'était pas forcément écrit d'avance, mais ça m'a permis d'avoir l'opportunité de faire des choses assez différentes et dans lequel j'agissais. En fait, moi, je suis assez respectueuse je suis même très respectueuse du cadre qu'on va me donner, mais j'ai besoin d'une autonomie d'action, sinon je dépéris. Je comprends complètement. Voilà. Et en fait, qu'on me laisse, j'ai besoin de pouvoir quand même innover, de pouvoir changer. Et si on me contraint trop dans un cadre précis, je suis pas bien. Voilà. Alors, en fait, j'ai accepté un poste. Alors, je suis partie à Romans-sur-Isère. Donc, c'est vrai que en venant de Paris, c'était c'est la campagne. C'était à 22 ans avec ma petite 104 Z. Là, j'ai mis toutes mes petites valises et je suis partie. Ils avaient pour projet d'informatiser les boutiques. Les boutiques et d'avoir un système. Alors maintenant, ça semble un peu... Oui, maintenant, ça semble complètement logique, mais en effet, il y a quelques années, ça ne l'était pas. Et en fait, informatiser avec un système de transmission des données au siège et de traitement des données par le siège et les différents services marketing, finance, etc. Et donc, du coup, on était deux, un informaticien et moi, pour étudier les besoins des magasins et des différents services du siège et pour trouver le bon logiciel et la déclinaison de l'application. Et ils m'ont chargé après, une fois que tout ça a été fait, de former les équipes. Et ils ont trouvé que j'avais des qualités de pédagogue et de manager. Donc, ils m'ont je crois que c'était au bout de 8 mois, ils m'ont nommé responsable des boutiques sur Paris. Ouais, mais alors là, j'ai été un peu dans la fosse au lion parce que honnêtement, je crois que le management, ça s'apprend pas quand même en école de commerce, ça s'apprend. Non, pas vraiment. Et et puis encore aujourd'hui, j'en apprends. C'est beaucoup, pour le coup, le vécu, l'expérience. Et c'est vrai que je me suis retrouvée. Alors, c'était un poste un peu particulier parce que j'étais pas responsable
des résultats des magasins, du chiffre d'affaires, mais j'étais responsable vraiment des équipes. Donc tout ce qui est recrutement, formation, organisation, et je travaillais avec Martine Kélian et son homologue pour les boutiques Mosquito. Et ça a été une expérience très très intéressante, et je dirais que c'est là où j'ai pris conscience que je voulais manager. Et que je voulais continuer à gérer des équipes. Et je crois que c'est ce qui est important en fait, c'est de pas avoir trop d'idées préconçues en fait de ce qu'on veut faire. Bon, bien sûr, par exemple, je sais que je n'aurais pas travaillé dans les finances, où il y a des choses que mais après, le champ des possibles est tellement large qu'il faut pas trop se restreindre. En fait, je crois que c'est important d'accepter en fait les opportunités qui s'offrent à nous à partir du moment où elles nous intéressent, et pas non plus d'être trop attaché. En fait, je vois par exemple, je le dis, je sais pas s'il y a des jeunes qui vont nous écouter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est assez attaché au titre de sa fonction, aux avantages, etc., etc. Mais je dirais qu'on a 22 ans, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc, pas grand-chose. Voilà. Donc, il faut, au-delà du titre, au-delà des avantages, parce que c'est vrai que c'était pas forcément d'aller à Romans. Moi, à 22 ans, c'est vrai que je m'éclatais plus à Paris, c'est sûr. Ça offrait plus de possibilités de champs de sortie, etc. J'avais tous mes amis, ma famille, etc. Mais je dirais que, en fait, j'ai bien fait, parce que l'expérience à Romans a pas été très longue, et ça m'a permis d'avoir un vrai tremplin sur un poste de manager qui en fait a été décisif pour la suite de ma carrière. Voilà. Et je me suis rendu compte, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que oui, en fait, j'aimais diriger, j'aimais manager, et j'aimais. En fait, c'est parce que c'est vrai que parfois le management, ça peut être lourd quand surtout lourd parce que voilà, vous avez des difficultés pour recruter, vous avez c'est des désaccords, c'est des conflits, c'est pas toujours simple, mais ça peut être aussi très valorisant. Vous avez des vraies récompenses, et puis quand vous arrivez à faire évoluer votre équipe, quand vous arrivez à être sur des projets et que vous y arrivez en équipe, tout ça c'est quelque chose qui est très valorisant, même si c'est pas simple. Parce que, et là justement, ça rejoint un peu ce que je disais sur l'ouverture vis-à-vis de l'autre. C'est pour bien manager, il faut connaître l'autre en fait, et il faut adapter son management à l'autre. Alors ça veut pas dire qu'il faut être gentil, ça veut pas dire que il faut tout accepter, mais la connaissance de l'autre va permettre de trouver les bons leviers de motivation, parce que on fonctionne pas tous pareil, et on va pas tous marcher de la même façon. Donc ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais ça en vaut la peine. Voilà. Donc et rapidement, comment se développe le reste de ton parcours jusqu'à que tu reprennes les rênes de l'entreprise familiale? Alors rapidement, ensuite, après Stéphane Kélian, moi j'ai eu besoin, en fait, c'est pour ça que j'ai cherché un autre travail. C'était une formation, une expérience assez d'autodidacte, parce que vraiment j'étais plongée. Il a fallu que je me débrouille, et j'ai eu besoin de rentrer dans une structure un peu plus, formatrice. Donc je suis rentrée. Alors pareil, j'ai travaillé dans des boutiques duty free à Roissy Charles de Gaulle, des parfums et cosmétiques. Alors ce qui était intéressant. Alors je vais être rapide parce qu'en fait c'est vrai que quand je commence, finalement je donne pas mal de détails. En fait c'était à l'époque où il y avait encore les boutiques comptoirs. Où il y avait les vendeuses qui étaient derrière un comptoir, il n'y avait pas du tout de libre service. Ok, d'accord. Et c'était pareil, c'était très intéressant parce que il a fallu adapter l'offre, parce qu'en fait, il faut que l'offre soit très très facile d'accès, avoir le bon produit au bon endroit, parce que le client doit se débrouiller plus tout seul, et il a fallu former les équipes
parce que c'est complètement un changement de comportement à la vente, puisqu'il n'y a plus le comptoir et c'est à elle d'aller vers le client. Donc ça a été radicalement différent. Puis c'était intéressant faut pas se tromper d'offres parce que c'était des ventes. Dès qu'il y avait un vol, les clients arrivaient en foule et puis après il y avait plus personne. Donc il fallait avoir le bon niveau de stock et le bon produit au bon endroit. Et j'ai eu une mission de 6 mois à Singapour où ils avaient racheté des concessions et je suis partie avec un acheteur pour justement recruter l'équipe sur place, former et inculquer un peu de notre culture d'entreprise. Voilà, donc c'est pareil, c'était une expérience intéressante et pareil avec une culture complètement différente de la nôtre. Donc voilà. Et donc je suis restée 3 ans et après j'ai eu une grande expérience chez Habitat. Où je suis rentrée en tant que directrice de magasin, mais là on était vraiment responsable de son centre de profit en fait. C'était une mini petite entreprise. Et ensuite je suis passée, donc j'ai eu plusieurs boutiques, et ensuite je suis passée directrice régionale, membre du comité de direction, où je me suis occupée des magasins de province et ensuite de Paris. Et pareil chez Habitat, ce qui m'a intéressée, c'est que c'était l'époque où il y avait une culture d'entreprise où on laissait le client libre. C'était Terence Conrad qui a créé Habitat, et il fallait laisser le client libre. Il fallait pas le forcer la vente. Il fallait pas. Donc en fait, on laissait les vendeurs complètement. Les vendeurs étaient très en retrait. Et pareil, il y avait énormément. On était très dans la créativité. Il y avait beaucoup de produits, mais à un moment, il faut aussi que ça se vende. Donc on a assez changé sur la rationalisation de l'offre, sur sa mise en scène en fait. Donc vraiment pour faire des espaces comme chez soi, pour que le consommateur puisse se projeter en fait dans plusieurs univers. Et aussi on a complètement changé adapté la force de vente pour qu'il y ait une démarche quand même plus active, même si l'idée c'était pas non plus de sauter sur le client, et complètement sur l'organisation des magasins pour qu'il y a eu beaucoup plus d'exigences pour que le magasin, il fallait qu'à l'ouverture le magasin soit complètement prêt en fait, et que le client, il n'y ait pas de rupture, qu'il n'ait pas à chercher, qu'il y ait le prix sur le produit. Enfin, ça peut sembler. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas encore la vente par correspondance, la vente sur Internet. Donc en fait, où les magasins, il y avait une vraie euphorie. Pour les magasins, avec la période des soldes, avec le blanc, où c'était. Et puis Habitat était très très créatif dans ça. Ils ont été précurseurs de tout ce qui est objets fonctionnels pour les petits espaces en fait. Etc. Donc voilà. Et en fait, on m'a proposé d'être nommée DRH pour Habitat. Et c'est là où j'ai dit, désolé, je vais reprendre l'entreprise familiale. Voilà. Ok. Et donc, du coup, on en arrive à cette période-là, en effet. Comment tu en arrives à cette décision? Comment ça arrive vers toi? C'est ton père qui vient et qui te dit je vais prendre ma retraite et j'aimerais que ce soit toi qui reprennes, ou c'est toi qui te proposes? Comment ça s'est passé tout un peu cette passation, cette envie d'aller reprendre l'entreprise familiale? Alors, c'est mon père qui nous a réunis tous les trois en disant, voilà, aujourd'hui j'ai 60 ans, donc il y a 2 options. C'est soit là, il y a l'un d'entre vous qui se positionne pour reprendre, soit je revends. Voilà, parce que moi je me donne encore, il se donnait encore 5 ans en fait, il a un petit peu anticipé ce qui allait se passer pour la suite. Et ça, je crois que en tant que chef d'entreprise, c'est extrêmement important de penser à l'après. Donc ça, mon père a toujours été dans un rôle de transmission en tout cas, et ou pas, mais en tout cas anticiper véritablement la suite. Et ça, ça je l'en remercie, et c'est quelque chose qui est indispensable, parce que on n'est pas immortel en fait, donc il faut toujours avoir un coup d'avance. Donc il nous a réunis tous les trois, en sachant, parce que ça je sais qu'il avait quand même bien préparé le terrain,
pour que je reprenne. Donc je sais que pour lui c'était quelque chose qu'il souhaitait. Et là j'ai réfléchi. Et je me suis dit bon, alors j'ai une sœur aînée qui travaille chez Christian Dior, qui avait aucune envie d'être numéro un dans une entreprise. Et D'accord. j'ai mon frère qui est ingénieur de recherche en sociologie. Et lui aussi, c'est pareil. Voilà, il avait pas la formation et c'était pas du tout son souhait, même si tous les deux avaient un grand intérêt pour l'entreprise. Hein. C'est pas Oui, c'est oui, je pas le pense que débat. quand c'est l'entreprise familiale, forcément, il y a un intérêt Oui, il y a un vrai intérêt. affectif, Exactement. mais après, il y a une réalité du fait de pouvoir le faire, vouloir le faire et qui est tout autrui. Mm. Et donc il nous a réunis et moi j'ai réfléchi et je me suis très vite. Alors bon, j'en ai discuté avec mon mari à l'époque et puis c'était quand même je dirais un vrai choix parce que ça voulait dire quitter Paris. On avait tous les deux un poste quand même important et intéressant et ça voulait dire emmener sa famille. Bon, à l'époque, je n'avais que 2 enfants. Bon, ça a été une réflexion, mais je dirais que c'est devenu vite une évidence en me disant, et c'est pour ça que aussi Habitat, je voulais pas commencer un nouveau poste alors que je savais très bien que j'allais partir. Je trouve que c'est pas correct. Voilà, Oui, et c'est vrai qu'entre DRH ou reprendre l'entreprise, en fait, je me disais c'est pas possible, cette entreprise, elle peut pas. Euh, Ça serait trop dommage que on la vende maintenant. Et puis j'avais un vrai lien affectif. Enfin, je porte le nom, quoi. bah Donc oui. je porte le nom, et c'est quelque chose en plus qui m'intéresse parce que c'est aussi il y a beaucoup de créativité dans notre métier, hein. Donc beaucoup de créativité, et c'est vrai que l'idée de passer, parce que chez Habitat, je gérais 300 personnes. Bon, bah là, je repassais à une structure. Ça m'a radicalement changé, hein, parce que j'avais toute une équipe de service support qui était là pour aider. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, alors j'ai une équipe de cadres très compétents, hein, c'est pas le sujet, mais bon, on était 15 à 16 à l'époque, hein. Oui. Donc, c'était toute une autre taille d'entreprise, mais en revanche qui ouvrait sur des choses que je connaissais pas. Et c'est aussi ça, je dirais, qui a guidé un peu mes choix. J'aime bien apprendre, en fait. J'aime pas trop la routine. C'est ennuyeux de faire toujours la même chose. Alors même si Mhm. ça vous met un peu en danger, hein, parce que c'est tellement confortable de rester sur ce qu'on sait faire. Oui, Euh, mais en revanche, c'est compliqué parce que le monde évolue. Vous êtes obligé de vous adapter quelque part, et et le fait justement d'à chaque fois de changer, d'accepter des choses qu'on ne connaît, qu'on ne maîtrise pas. Ça permet d'évoluer, hein, très clairement, hein. Et puis ça permet de s'enrichir parce que si on est monotache, on n'avance plus, en fait. On n'a plus, je crois, l'agilité après, hein. Et c'est vrai que parfois il y a des personnes qui sont plus capables de s'adapter, en fait. Et c'est extrêmement important parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Enfin, je crois que rien n'est écrit, en fait, par avance, et c'est justement sa capacité à faire les bons choix qui va être déterminant. Donc, il faut toujours garder cette agilité, hein. Je suis assez convaincue de. je Je suis assez suis d'accord avec toi, en effet. Voilà, je suis assez convaincue de ça. Donc, et ce que je connaissais pas, donc, c'était la production. Parce que Oui. j'avais toujours travaillé dans le retail, hein, dans la vente et dans le management d'équipe, pas du tout dans la production. Et j'ai découvert aussi un métier euh, passionnant, c'est la production de fruits, les producteurs, l'agriculture. Eh Voilà, ben ça, oui, du coup, oui.
La c'est matière quelque première. chose et c'est vrai que on a des liens très très affectifs et là je suis retombée dans des valeurs que je connaissais moins plus c'est la confiance, c'est des où on n'a pas forcément besoin de contrat, où la parole elle est donnée, elle est jamais reprise, où on travaille depuis des décennies, des générations avec, et pareil, le savoir se transmet de père en fils. Et ça, c'est des choses qui ont du sens pour moi. Voilà, et ça, je suis très attachée à ces valeurs-là. Et c'est ce que j'ai essayé de préserver. Enfin, mon père était pareil et avant mon grand-père, mais je pense qu'on peut réussir en ayant des valeurs. Voilà. Je suis assez d'accord. Et ça, c'est hyper important et on s'en rend compte sur le long terme parce que euh, quelqu'un que vous n'avez pas avec qui, enfin, quand on se comporte bien, je dirais bon, moi ça me semble, c'est parfaitement ancré en moi, mais vous le retrouvez. Enfin, après, quand vous avez besoin d'aide, etc., ben on le fait parce qu'on se souvient. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est par exemple quand il y a une surrécolte. Alors maintenant c'est de moins en moins vrai sur le cassis parce que avec le changement climatique, etc. Et Oui, on forcément. achète. On met pas le producteur en difficulté, on va acheter plus pour pas que sa récolte soit invendue. Voilà, c'est ces relations-là qu'on a, mais à contrario, c'est vrai qu'il va avoir tendance à peut-être nous avantager en cas de pénurie. sous-production. Voilà. Ok. D'ailleurs, en parlant tu parlais de passation, enfin de transfert de savoir de père et fils, entre père et fils, etc. Comment ça s'est passé la passation entre ton père et toi? Je suppose que c'est pas juste, il t'a donné les clés, il a dit voilà, débrouille-toi, merci, au revoir. Non, alors on est restés 3 ans ensemble Ok. et je pense que c'était important parce que du coup, moi, ça m'a permis de prendre mes marques progressivement. Donc, il Mhm. m'a assez vite donné la partie commerciale et lui, il a gardé la partie finance, gestion. Et on est très complémentaires parce qu'en fait, mon père, c'est un financier. Il était DAF avant de reprendre l'entreprise. Et moi, comme tu l'as vu, j'ai un profil plus commercial, marketing. Donc, je dirais on est très complémentaires. Après, je dis, ça n'a pas toujours été simple. Même si, parce que en fait, c'est normal. Moi, je reste pour mon père, j'étais un peu encore sa petite fille. Oui. Et en fait, on n'est pas forcément d'accord. Et au départ, c'est compliqué de se rendre compte que son enfant, il évolue différemment et que la vie n'est pas forcément le même. Mais en revanche, il y a toujours eu un profond respect mutuel et cette volonté que de toute façon, j'allais reprendre. Donc, ça a permis, et c'est pareil, j'ai découvert mon père autrement qu'en tant que père. Et Oui. ça, et je dirais que on a une confiance qui est qui ne changera pas en fait et qui est réciproque. Je dirais que même s'il y a eu quelques désaccords, mais c'est pas fondamental. C'est plus sur des choix marketing ou des choses comme ça. Mhm. C'est pas des choix fondamentaux parce que sur les valeurs, on est parfaitement d'accord sur la façon de la vision, la stratégie de l'entreprise, etc. On est parfaitement d'accord. Après, c'est plus sur des choix. Même s'il y a eu des désaccords, il y a toujours eu un profond respect, une profonde confiance. Après, pour moi, ça n'a pas non plus été facile dans le sens où je passais après mon père. Donc, je suis la première femme à reprendre l'entreprise. Ouais. Et je passais après mon père. Ça faisait... il est resté mince. Il est resté 20 ans dans l'entreprise. Donc, une PME, c'était Monsieur Cartron. Et en fait, c'est pas facile dans une PME de prendre le pouvoir alors que son père est encore en place et que c'est lui qui a dirigé l'entreprise. Donc, mais c'est normal, c'est normal. Donc voilà, ça a été. Mais je dirais que ça m'a permis aussi d'apprendre tranquillement, sans un stress, parce que j'aurais eu tout d'un coup, ça aurait été un peu compliqué. Et ça m'a permis de faire tout ce travail de changement de packaging, tranquillement. Ok. Et Voilà. d'ailleurs, t'as jamais eu le syndrome de l'imposteur?
Tu t'es jamais dit, en fait, je suis arrivé là parce que je suis fille de et du coup, je manque de crédibilité, ou justement, le fait que tu aies eu beaucoup d'expérience professionnelle avant, ça t'a suffi pour te dire, OK, j'ai ma place ici et personne ne va rien dire. Alors, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. En revanche, parce qu'effectivement, j'avais l'expérience et que moi, j'ai pas un ego démesuré, hein. Par exemple, mon équipe de cadres, elle est plus compétente que moi dans leur domaine, mais je dirais heureusement d'ailleurs, hein. Mais Donc, c'est le rôle d'un manager, de s'entourer de gens plus compétents que soi. voilà. Et donc en fait, ça jamais, c'est ce que je leur ai dit. Pour moi, c'est pas un problème. Après, c'était plus que ça m'a mis quand même une pression et j'avais une obligation de résultat. Donc un niveau d'exigence, mais je crois que je l'ai toujours eu, hein, de toute façon, où je ne pouvais pas défaillir et que ce poste, c'est pas juste le titre, c'est qu'il faut l'habiter en fait, hein, et bien l'habiter. Donc c'est plus ça. Je dirais que et c'est long parce que c'est pas vrai qu'on est à la hauteur en 6 mois. C'est pas vrai. Ah bon, c'est Donc sûr. voilà, donc il faut avoir l'humilité de l'accepter et de faire en sorte d'être au niveau du poste. Voilà. Et je dirais que alors c'était double, hein, parce que c'est vis-à-vis de son équipe et c'est vis-à-vis aussi de sa famille. Oui. Parce que c'est vrai que, alors pas ma famille, mais c'est vrai qu'il y a eu des commentaires. Mon père, on lui a dit ah bon, c'est ta fille qui reprend, t'as pas de fils? Donc Ah, c'est c'est moche. voilà. Alors c'est maintenant c'est vrai que ça se passe moins, mais bon. En plus, nous, on n'a jamais été élevés avec une différence fille-garçon, hein. Donc, pour moi, Oui, c'est des choses, je les comprends pas. Donc, comme ça, c'est bien. Ça m'empêche pas d'avancer parce que très bien. c'est, voilà, c'est quelque chose qui me semble bien étranger. Mais c'est voilà, c'est donc oui, bien évidemment, quelque part, on vous attend au tournant parce que vous êtes la fille d'eux, donc vous on regarde comment vous allez vous en sortir. Voilà. Donc Ouais, ça, ce qui est normal. ce qui est normal. Ce qui est normal. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus Cartron? Parce que on en parle quand même, etc. Mais c'est bien de présenter l'entreprise, un peu son historique et où elle en est aujourd'hui. Alors, Joseph Cartron, donc c'est une entreprise qui a été créée par Joseph Cartron en 1882, donc à Nuit-Saint-Georges. On est dans les mêmes locaux depuis 1900. Alors, Joseph Cartron est mort assez jeune et en fait, c'est son frère qui a repris l'entreprise et nous, on descend du frère. Il faut savoir que la famille Cartron, en fait, elle est en Bourgogne depuis la Révolution française. En fait, Ah oui, d'accord. on vient de Vendée. Et en fait, voilà, la famille s'est installée en Bourgogne au moment de la Révolution française. Et je dirais ce qui a été un peu alors au départ, on était plus, alors on faisait de la limonade, bien sûr de la crème de cassis, certaines liqueurs, et on avait une activité de grossiste. Okay. Et je dirais que progressivement, après du temps de mon grand-père, on est rentré dans la grande distribution, au début de la création de la grande distribution, et ensuite on s'en est retiré pour être exclusivement dans le marché sélectif des cavistes, épiceries, tout ce qui est café, hôtel, restaurant. Et je dirais que même si on sait tous, enfin, on a tous géré l'entreprise avec sa personnalité. Mon grand-père, c'était un artiste, hein, il était pianiste, il avait une grande culture, il a fait beaucoup pour la création des produits. Mon père, c'était un financier, donc il a rationalisé l'outil, il a créé une équipe, il a rendu l'entreprise rentable, il a beaucoup investi dans l'outil de production. Moi, je suis plus marketing et commercial, donc j'étais plus sur le développement, tout le changement en fait marketing. Mais je dirais ce qui a été le fil conducteur, c'est vraiment la qualité des produits, hein. C'est quelque chose qui est resté totalement inchangé. D'ailleurs, les recettes on peut ou pas évoluer dans le temps et on est très soucieux. Même aujourd'hui, quand on va innover, on se base sur notre savoir-faire ancestral et on va toujours chercher les meilleures matières premières, celles qui se révèlent le mieux sur le support alcool pour innover. Et si on n'y arrive pas, on ne fait pas.
Voilà, D'accord. c'est une règle, et on est très soucieux et c'est de plus en plus difficile, mais de préserver nos sources d'approvisionnement, hein. Par exemple, notre cassis noir de Bourgogne, je le dis, voilà, notre crème de cassis de Bourgogne, elle est exclusivement faite avec du noir de Bourgogne, récolté en Bourgogne. C'est une variété, elle est incomparable. Il n'y a pas de variété plus aromatique que cette variété-là. Donc, notre melon, c'est du melon du Cavaillon. Notre mirabelle, c'est de la mirabelle de Lorraine. Notre fraise, c'est de la fraise de Plougacel. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va toujours, même dans nos dernières nouveautés, par exemple le sureau, en fait, c'est de la fleur de sureau qu'on va faire infuser. Notre bergamote, qu'on vient de lancer, c'est un mélange de jus de bergamote et d'esprit de bergamote, donc une distillation d'huile essentielle de bergamote. Donc on essaye toujours, et c'est pour ça qu'on est aussi sur un positionnement prix qui est peut-être plus élevé, mais parce que c'est de par le choix des matières premières qu'on fait. Et ça, c'est c'est quelque chose qu'on ne changera pas. C'est quelque chose, je pense, qui a assuré la pérennité de l'entreprise aujourd'hui, parce que comme on est petit, il faut être différent. On peut pas faire comme tout le monde. Donc, on est resté sur ce marché de niche très qualitatif, même à l'étranger. En fait, on exporte 35% de notre production, et c'est en plein développement. Mais on va être dans 98% sur le marché du bar à cocktail et dans les bars haut de gamme, en fait. Oui, vous êtes sur un marché de liqueurs premium. Voilà, exactement. Donc, et ça, c'est important. Et on a géré une notoriété à l'étranger qui dépasse la taille de l'entreprise. Et on fait beaucoup de visites beaucoup de visites de professionnels. On s'adresse pas encore suffisamment au consommateur final, mais on fait beaucoup de visites de professionnels. Et c'est vrai qu'ils sont assez surpris de voir la taille de l'entreprise quand ils viennent chez nous. Oui, forcément. Ils s'attendent à une entreprise beaucoup plus importante en taille. Oui, voilà. Oui, je suis pas très étonné. Avant de passer un peu à l'actualité justement de Cartron et la tienne, dans ton parcours passé, au final, qu'est-ce qui te rend le plus fier? La plus fière? Qu'est-ce qui me rend le plus fière? C'est un peu ce que je disais au début, c'est d'avoir su saisir les opportunités, de pas être rentré dans une carrière toute tracée parce que ça fait bien, parce que je rentre dans un moule, et j'ai jamais regretté tous les choix que j'ai faits. Et c'est d'assumer les choix qu'on fait. Et il n'y a pas, je dirais, de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a surtout le choix qu'on fait soi. Et aussi d'avoir choisi moi. Alors après, moi, je prends beaucoup conseil, en fait, mais après, c'est moi qui décide. Et en tout cas, pour moi. Et ça, c'est quelque chose, et in fine, alors on peut dire, bah oui, elle a suivi un chemin tout tracé, elle reprend l'entreprise de sa famille, etc. Mais non, ça a été un vrai choix, et que j'ai jamais regretté, c'est ça. Et je crois que et de pas être rentré dans le truc, on a une famille, alors on arrête de travailler, surtout quand on a une femme. Alors je fais des caricatures, mais oui. Non. En fait, alors je suis pas, c'est vrai que j'ai pas énormément de temps pour moi, etc. Mais je suis fière, oui, je suis fière d'avoir pu mener à la fois ma vie de mère, et à la fois d'avoir pu gérer une entreprise. Et j'aurais jamais pu choisir entre les deux. En fait, oui, l'un n'allait pas sans l'autre. Non, et au contraire, je trouve que ça permet de pas mettre les œufs dans le même panier. Alors, je vous dis pas que de temps en temps je suis pas un peu tendue, mais quelque part, quand ça va pas au travail, j'ai mes enfants. Quand mes enfants sont pénibles, t'as le droit de le dire. Sont pénibles, je vais au travail. Voilà. Et quelque part, je trouve que c'est bien, parce que c'est tellement risqué de mettre ses œufs dans le même panier, parce que je sais que les choses peuvent s'arrêter, en fait. Alors bon, mes enfants resteront mes enfants, mais ça peut évoluer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc en fait, faut pas être trop accroché à quelque chose.
chose. Voilà. Et ça, je suis assez fière de cet équilibre et de l'avoir fait pour moi et peu importe ce qu'en pensent les autres. Voilà. Trop bien. C'est ça. Et donc, il y a un peu moins de 2 ans, la décision est prise de vendre l'entreprise au groupe GBH. Pourquoi cette décision ? Alors, je dirais que ça a été une opportunité. Ça a été le fait de véritablement de prendre le train en marche. En fait, le groupe GBH, on se connaît très bien depuis une quinzaine d'années puisqu'on distribue les rhums JM. Donc ça a été un choix puisque la marque JM est en parfaite cohérence avec la marque Cartron. Donc on est distribué absolument dans les mêmes réseaux. Donc ça faisait du sens. Et donc la société Spiribam, qui est la société de distribution du groupe GBH, nous a donné, alors j'étais pas encore dans l'entreprise, en 2005, la distribution de leur marque la plus haut de gamme, leur petite pépite, qui est les rhums JM. Donc ça fait en fait déjà 15 ans qu'on se connaît. Ensuite, en fait, le groupe a racheté progressivement des marques et ils sont arrivés à un moment avec 7 distributeurs et 7 marques et 5 distributeurs. Donc ils n'avaient pas du tout la force de frappe qu'ils auraient dû avoir avec un unique distributeur en France. Donc c'est dans ce contexte-là que ça s'est fait. Et encore une fois, c'est justement une preuve d'agilité et d'adaptation. C'est qu'on a beaucoup réfléchi avec mon père, qui était encore président de la holding familiale, parce que en fait mes frères et sœurs et mon père étaient aussi actionnaires de l'entreprise familiale. Donc on a beaucoup réfléchi avec mon père en se disant mais pourquoi refuser cette opportunité qui permet à l'entreprise de se développer d'une façon que de rester avec notre actionnariat familial Cartron, on n'aurait pas pu se permettre. Il faut être tout à fait honnête et objectif, parce que le groupe, le groupe, c'est 4,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est 16 000 personnes, donc on passe à une autre taille. Donc ça va permettre à l'entreprise de se développer considérablement en restant en Bourgogne. Donc de développer l'emploi en Bourgogne, en lui permettant à tous ces cadres de prendre beaucoup plus de responsabilités, d'asseoir sa pérennité, parce qu'honnêtement, moi quand je vais prendre, déjà je suis pas mortelle, quand je vais prendre ma retraite, c'est absolument pas écrit qu'un membre de la famille va reprendre, et j'en suis absolument pas certaine. Donc du coup, on peut pas refuser quelque chose parce que là, ce qui se passe pour l'entreprise, c'est que et en plus, alors pour le coup, je le dis avec des gros guillemets, mais il y a eu le Covid qui nous a permis de réfléchir en fait, et ça a permis. On a eu le recul pour se dire, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais c'est pareil, on s'est dit, mais c'est ridicule. À quoi ça sert que l'entreprise reste Cartron, alors que là, à la famille Cartron, là, on a une opportunité qui se présentera pas 2 fois. Et en plus, le groupe partage nos valeurs. C'est un groupe familial, le groupe Bernard Ayotte. Donc en fait, ils sont pas fondamentalement éloignés de notre façon de fonctionner, bien au contraire. Et ça s'est fait complètement en douceur. Et on savait aussi, parce que ça, on n'aurait pas accepté de le faire, on savait que le nom allait rester, que la qualité des produits, toutes les valeurs. En fait, le groupe rachète l'entreprise telle qu'elle est, et au contraire, ce qui l'intéresse, c'est la marque, son savoir-faire, que l'ancrage bourguignon, c'est ça qui rachète le groupe. Donc ça allait rester, et ça allait permettre de nous développer, puisque là aujourd'hui, on a repris les 7 marques dans notre portefeuille de distribution. Le fait d'être sur les marchés français et export, d'avoir un portefeuille de marques, forcément, ça permet d'être beaucoup plus puissant. Et d'intéresser beaucoup plus de clients, parce que on a une clé d'entrée, c'est plus facile. Au lieu d'avoir 7 distributeurs, ils en voient plus qu'un, donc c'est beaucoup plus facile. On a en plus des marques qui tirent la marque Cartron, puisqu'on a intégré par exemple les rhums Clément, qui est une marque quand même leader sur c'est très clairement, même les JM on les avait déjà, donc ça peut, et on va pouvoir rentrer avec des clés différentes en fonction des marchés.
Et ensuite, là, on est en train on va faire construire un entrepôt logistique avec un très beau siège social pour reprendre la logistique des marques sur les marchés France et export hors filiale. Donc, il aurait été quand même stupide de dire non. Voilà. Oui. Et pour moi, c'est une opportunité, encore une fois, qui ne se serait pas présentée 2 fois. On ne pouvait pas trouver meilleur partenaire pour l'entreprise Cartron. Okay. Voilà, et vraiment, je le crois sincèrement. Qu'est-ce que ça change pour toi au niveau de ton poste? En fait, qu'est-ce que ça change? Je dirais... alors, plusieurs choses. C'est pour ça que je réfléchis, parce que ça change plusieurs choses. Je dirais déjà, c'est assez confortable dans le sens où je retrouve les services supports. C'est-à-dire que et ça, c'est waouh. Donc il y a des choses, par exemple, où je suis déchargée déjà, toutes les négociations avec les banques, par exemple. Mais j'avoue que, en fait, mon métier, il est beaucoup plus sur l'opérationnel. Donc maintenant, je suis déchargée des choses qui me faisaient passer beaucoup de temps. Donc je suis beaucoup plus centrée sur mon métier. Donc ça, c'est et je peux me reposer sur tous les aspects juridiques, RH, etc. sur des services compétents. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est ça me soulage. Enfin, c'est confortable de pouvoir se reposer sur la compétence d'un groupe et qui accompagne en fait, qui accompagne et qui aide à la décision. Je retrouve aussi j'ai des pairs maintenant aussi. J'ai des pairs puisque PAIRS. Oui, oui, j'avais compris, pas de souci. Il y a 200 filiales au sein du groupe. Alors c'est surtout sur l'activité spiritueux, parce que c'est pas vrai que je connais tout le monde, mais sur l'activité spiritueux. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir échanger sur des problématiques communes, même si c'est pas les mêmes produits, de production, surtout de gestion, donc ça c'est intéressant parce que ça permet aussi de prendre les best practices, de créer des synergies, donc on n'est plus tout seul. Donc on avance mieux quand on n'est pas seul, parce que parfois j'étais un peu seule face à moi-même, même si j'ai changé beaucoup avec mon équipe, même si j'ai changé beaucoup avec mon père. Ça c'est toujours, j'ai eu beaucoup de dialogue avec lui. Donc ça c'est important. Et je dirais que je suis plus exposée par rapport à avant. Par exemple, là, on organise un concours de cocktail international. Donc on va y venir après. Bon, j'y viens. Et du coup, c'est vrai que j'ai une exposition. Du coup, j'ai peut-être plus le temps d'aller sur les marchés. Voilà. En tant que dirigeante de la maison Joseph Cartron et membre de la famille, et je me rends compte à quel point c'est important en fait, parce que Est-ce que du coup, tu as l'impression que tu peux te concentrer plus sur ce qui, toi, te convient, c'est-à-dire être dans l'action, être dans l'opérationnel? Oui, plus. Alors c'est vrai que dans un groupe on a aussi plus de séminaires, de visio, de réunions. C'est vrai, forcément. Mais quelque part, oui, je suis plus déchargée Alors j'ai aussi plus déchargée, oui, de tout ce qui est annexe, et je peux compter sur le support des services groupes, même si aujourd'hui on a par exemple la construction d'un nouveau bâtiment, ça prend beaucoup de temps. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on me laisse autonome là-dessus. Alors bien sûr, il y a un directeur technique du groupe. Moi, c'est pas mon métier, les travaux, qui va valider. Mais je dirais que c'est nous avec mon équipe, c'est nous qui menons le projet. Donc c'est pareil. Ça, moi, j'ai jamais fait ça, mais c'est hyper intéressant. Et puis c'est un peu notre bébé. Donc oui, j'ai l'impression d'avoir plus de temps pour l'opérationnel. Ça, c'est cool. Donc, en effet, tu parlais du concours. Début avril se tenait, du coup, la finale France du concours Unexpected Cartron Tour. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce concours et d'où est venue la volonté de faire un concours pour les bartenders? En fait, là, ça a été clairement, mais c'est grâce aussi à notre intégration dans le groupe, parce que c'est aussi un budget de ce concours. Bien et sûr. Puis avec la finale qu'on va organiser au
au Claude Vougeot avec le chef Philippe Etchebest en tant que membre du jury, et puis tous les déplacements dans tous les pays, l'organisation des demi-finales dans tous les pays. Je dirais que l'idée, ça a été de dire on veut reprendre la parole auprès des barman, des bars à cocktails. On veut s'imposer comme acteur incontournable sur les bars haut de gamme, et je dirais que c'est la meilleure façon pour comprendre les besoins des barman, pour échanger avec eux, parce que en fait, si on crée des produits dont ils n'ont pas besoin, ça sert pas grand chose. Bien sûr. Donc quoi de mieux? Enfin, moi, ça a été un plaisir aussi de pouvoir être dans les demi-finales des différents pays et pouvoir voir concrètement leur créativité, en fait, quelque part. Et ça, c'est important pour nous de véritablement de montrer notre présence, et aussi de faire travailler la créativité des barman. Et c'est pour ça qu'il a été mis sous le signe Unexpected, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu trop brimer avec trop de contraintes. Il faut travailler avec tel et tel produit, mais ça a été plutôt surprenez-nous. Donc, oui. Allez-y. Là, tout est possible en termes de créativité, alors que ça pouvait être sur n'importe quoi, sur la technicité de la réalisation du cocktail, sur la recette, sur l'association de produits, sur l'inspiration. Et c'est vrai qu'on a aussi voulu donner du sens. Ça là-dessus, c'est quelque chose qui est important. Faire les choses avec du sens, pas juste parce que c'est marketing, juste parce que il faut faire et on oublie. Et j'ai été impressionnée par ça, c'est ce qui m'a le plus impressionnée, je crois. C'est le sens que le barman met derrière la création de son cocktail. Oui, l'histoire, le storytelling, l'histoire, l'inspiration. Ça et on voit que vraiment c'est des personnes ils ont une grande culture, une grande ouverture et beaucoup de créativité. Et ça a été alors on l'a fait sur 7 pays au départ parce que c'était la première fois qu'on le faisait, et puis c'est pas mal que ça reste à dimension humaine, parce qu'on parce que si on était s'il y avait 20 pays, là on a eu vraiment le temps de connaître en fait les personnes qu'on couru, et ça nous a permis aussi de faire découvrir nos produits ou d'autres produits à ceux qui nous connaissaient déjà. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on a choisi un chef cuisinier parce que pour nous, le lien avec la cuisine, il est évident. Et tout ça, ça rentre dans l'art de vivre à la française, dans la gastronomie française, et le cocktail a sa place dans cette gastronomie française. Complètement. On voit de plus en plus les chefs étoilés s'intéresser au cocktail, que ce soit Anne-Sophie Pic, Cyril Lignac, etc. Ils s'y intéressent tous aujourd'hui. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte parce que à chaque fois, dans tous les jurys, il y avait quelqu'un qui était lié à la cuisine. Par exemple, il y avait un chef pâtissier à Dubaï de Pierre Gagnère. Et c'est vrai on parle le même langage, en fait. Bien sûr. Et c'est rigolo de voir cette culture du goût. En fait, on est très sur et on l'oublie maintenant avec tous ces contrôles, ces règles, etc. Il faut placer le goût au centre, parce que le plus important, c'est quand même la qualité organoleptique du produit. Alors, bien sûr, il faut respecter la loi, et bien sûr, il faut pas que son degré il soit inférieur ou supérieur, etc. Mais au-delà de ça, c'est quand même le palais. Le palais, il est très important. Et nous, dans toutes les étapes de fabrication de nos produits, le palais humain, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il reste fondamental. En fait, tous les produits sont goûtés par l'homme avant d'être conditionnés. Parce que il y a que le palais qui va dire si le produit est conforme. Alors bien sûr, on fait tous les contrôles de degrés, etc., tous les contrôles légaux, mais il faut aussi un contrôle organoleptique, et tout l'assemblage, par exemple, de nos eaux de vie se fait au palais. On n'a pas de recette complètement définie, et on le fait avec notre
connaissance de ce que doit être l'eau de vie de poire des monts de la Côte d'Or, par exemple, Joseph Cartron. Donc c'est vrai que pour nous, le cocktail fait partie de la gastronomie et de l'art de vivre à la française, et c'est ce qu'on a voulu revendiquer. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le Clos Vougeot, en fait, comme lieu, parce que pour nous, c'est un des lieux les plus emblématiques de la Bourgogne. Donc, ça nous a semblé une évidence de réaliser notre première finale internationale dans ce lieu magique. D'ailleurs, la finale aura lieu quand ? Le 11 juillet. 11 juillet. Et donc, c'est Thomas Trèfcon, avec son cocktail Habibi, qui va représenter la France. Exactement. Du coup, toi qui as couvert les autres demi-finales à l'international, ça va être comment la concurrence ? Elle va être dure, hein, parce elle va être dure parce que franchement, dans tous les pays, on a vu beaucoup de professionnalisme et de compétences, hein. Donc, oui, la concurrence va être dure. Ok. Très bien, au moins c'est dit. Tant qu'on est encore dans les actualités, quelles sont les dernières nouveautés à connaître à propos de Joseph Cartron ? Alors, la dernière nouveauté, c'est la bergamote, hein, qu'on est en train de lancer. Ça y est. Donc ça, je dirais que ça a été une de nos demandes de marché export, parce que c'est une saveur qui est de plus en plus utilisée dans les cocktails, et je dirais qui est assez différente de toutes les autres liqueurs d'agrumes, en fait. Hein, ça n'a rien à voir avec le triple sec, par exemple, tous les curaçao. Donc elle a parfaitement sa place, hein, dans notre collection de saveurs, et elle est, parce qu'on a beaucoup de notes de fraîcheur, en fait, et on a une belle acidité, une belle amertume, mais qui est contrairement aux autres agrumes, il y a beaucoup de suavité, en fait, hein, dans la dégustation de ce produit, et on a quand même cette note de bergamote qui est complètement atypique, hein, en fait, hein, qu'on retrouve, par exemple, dans le thé à la bergamote. Oui, complètement. Donc, on est en train de lancer ce produit et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un assemblage de jus de bergamote et d'esprit de bergamote. Donc, on a une très belle longueur en bouche, beaucoup de fraîcheur. C'est un produit qui est parfaitement agréable. Et du coup, on en a profité. Alors, on a voulu lancer avec cette nouvelle saveur la gamme Summertime. Donc, c'est toutes nos références, un peu plus, on peut dire, été, et on les a recouvertes d'un sleeve. Alors, ça donne une gamme très colorée, très sympa, qui crée un peu une rupture avec notre large de gamme, parce qu'on a à peu près 40 références de liqueurs. Donc, en fait, on l'a fait pour plutôt les produits, on va dire, pulpés à jus, donc le pamplemousse, la mangue, la bergamote, la noix de coco, la passion. Donc voilà, toute cette gamme est en train d'être lancée. Trop bien. Et est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont sortir encore d'ici la fin de l'année, ou tu ne peux pas encore en parler ? Alors, il n'y en aura pas d'ici la fin de l'année. Après, on est en train de travailler pour les suivantes. Mais aujourd'hui, non, il n'y a rien de concret, et de toute façon, je n'en parlerai pas. J'aurais essayé. Avant de parler un peu de ton avenir et de l'avenir de Joseph Cartron, j'aime bien faire une petite pause, et du coup, j'ai fait un petit portrait chinois, si tu veux bien répondre. Je sais pas si tu connais le principe des portraits chinois. En gros, c'est si tu devais être. D'accord. Et donc, si tu devais être un pays, quel pays serais-tu ? Si tu devais être un pays, je crois que je dirais l'Italie. D'accord. Parce que c'est un pays que j'adore. C'est un pays que j'adore parce que la gastronomie est quand même très présente aussi. Le vin, il y a une vraie culture, une vraie histoire, et on est sur des villes aussi. Je trouve que c'est un peu comme la France, en fait. Il y a une grande richesse, une grande diversité, et on n'est jamais lassé. On a toujours à découvrir, hein, quand vous visitez le sud de l'Italie, ou par exemple Naples. Là, j'ai découvert Naples récemment avec la demi-finale, mais c'est une ville qui est folle, hein, avec toute c'est la vraie ville italienne, avec le linge qui sèche, ces ruelles étroites, ce bruit
les klaxons, enfin, il y a une espèce de frénésie, mais ça n'a rien à voir avec Florence, qui va être plus peut-être une ville musée. Ça n'a rien à voir avec la Toscane, ça n'a rien à voir avec Sienne. Et ça, je trouve qu'on a... Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours un grand plaisir à aller en Italie, à découvrir, à visiter. Et je trouve, ouais, quand même que c'est relativement proche sur sa diversité de la France. C'est sûr. Si tu devais être une ville? Je dirais une ville, l'Île-Rousse. L'île Rousse en Corse, parce que mes parents ont une maison en Corse, donc j'y vais très régulièrement depuis que je suis petite. Et l'île Rousse, j'adore parce que il y a la place des Platanes avec le café des Platanes où là on est tellement paisible, tellement serein. En fait, cette ville, moi, elle me permet de respirer. Et quand on est dans l'eau sur la plage de l'île Rousse et vous retournez, quand vous nagez vers le large, vous retournez, vous avez toute la ville, mais c'est magique. Et pour moi, ça me permet de retrouver de l'énergie, en fait, cette ville. En fait, j'aime autant l'espèce de frénésie qu'on peut avoir dans des capitales. J'aime beaucoup retourner à Paris, mais j'ai besoin à un moment, j'ai besoin de calme, quoi. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin. Alors, tu vas me dire que l'île Rousse au mois d'août, c'est pas top, mais il y a d'autres moments de l'année où c'est hyper. Puis les odeurs. En fait, on retrouve en fait un peu des besoins primaires qu'on peut de calme, d'odeur qu'on n'a plus forcément quand on est dans une espèce d'action permanente en fait. Voilà. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Voilà. Je comprends. Si tu devais être une personnalité célèbre, morte ou vivante? Alors peut-être c'est hyper prétentieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je dirais Simone Veil, mais parce que belle personnalité. Oui, parce que j'aime beaucoup en fait sa résilience, sa capacité de résilience, sa capacité à rebondir malgré le drame qu'elle a vécu quand même. Et son courage, sa détermination, son intelligence. Et puis ce côté première femme d'État, première au Conseil européen, enfin toujours voilà, elle a pas eu froid aux yeux. Aussi, c'était une féministe. Ce qu'elle a fait pour l'IVG, etc. Elle est remarquable en fait. Et en fait, après, je prétends pas du tout être comme elle, c'est pas ça, mais je pense que c'est un exemple à suivre et que d'oser défendre son point de vue à deux titres. Un, la résilience, parce que je pense que ça montre que quelque part il faut se battre, mais on peut s'en sortir, quel que soit son vécu. Et la deuxième chose, c'est d'accepter de défendre son point de vue, de pas rentrer dans les sentiers battus et d'accepter d'avoir une opinion différente et de se battre. Et ça, je crois que c'est important parce que c'est beaucoup plus facile. En fait, elle a eu un courage exemplaire. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans le moule et d'être un mouton. En fait, après, on en souffre parce que je pense que c'est difficile et il y a plein de patients qui en souffrent. Donc, mais le courage d'exprimer un point de vue différent et de se battre pour, waouh, voilà. Et ça, je pense que c'est un exemple à suivre. Très bien. Si tu devais être une liqueur? Une liqueur, le cassis. Ah oui, très bon, jusqu'au bout. Et si tu devais être... Parce que, alors je peux peut-être l'expliquer parce qu'en fait, pour moi, le cassis, il y a une vraie histoire et c'est une filière, c'est une profession qui est derrière, qui réunit plein d'acteurs, en fait, aussi bien les producteurs de fruits que les transformateurs. Et en Bourgogne, la crème de cassis, elle est véritablement ancrée dans l'histoire de la Bourgogne et il n'y a pas que le vin. Et en fait, c'est pareil, c'est ça, je trouve qu'il y a du sens, c'est pas juste, voilà, on a inventé quelque chose, il y a une vraie histoire derrière. Et en plus, c'est bon. C'est très bon. En plus, c'est bon. Si tu devais être une autre marque de liqueur?
Oh là, c'est trop dur ça, hein. C'est trop dur parce que je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais, non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que j'ai du mal. Là, je peux pas me projeter en fait dans. D'accord, pas de problème. Ouais, je peux pas me projeter parce que c'est trop compliqué pour moi. Ok, Je suis trop Joseph Carton, je crois. bien sûr. Et si tu devais être un cocktail? Un cocktail, alors je dirais le Bergamote Spritz. C'est un peu celui qu'on a lancé. En fait, c'est Jean Munoz qui l'a créé pour nous avec le lancement de la bergamote. J'aime bien ce cocktail. En fait, il est vraiment, il suit toute la tendance des Des spritz. spritz, bien Donc sûr. avec, c'est pas du prosecco, c'est du crément, de l'eau gazeuse et de la liqueur de bergamote. Je l'aime bien parce que il est très simple et il est extrêmement frais, facile à boire, et c'est de par sa simplicité et quelque part ça nous ramène au fait que ça n'a pas besoin forcément d'être compliqué pour être réussi. Voilà. Bien sûr. C'est sûr. Parlons un peu de ton avenir maintenant. Enfin, ton avenir et celui de Joseph Cartron. C'est quoi la suite, du coup, pour Joseph Cartron Espiribam? Donc, on a parlé qu'il y aurait des nouveaux produits à venir, mais que pour l'instant, tu n'en dirais pas plus. Mais donc là, en effet, il y a la finale, du coup, internationale de l'Unexpected Cartron Tour. Mais quelle va être la suite? Quelle va être la suite? En fait, c'est surtout, je dirais, le développement en fait de l'ensemble des marques et sur les marchés France et export, et la construction de ce nouveau bâtiment, donc qui va avoir où on va mettre notre siège social avec un vrai réceptif qu'on n'a pas aujourd'hui, une boutique, et aussi la possibilité de stocker. On va avoir 3200 mètres carrés alors un peu moins, 3200 c'est le total, 2800 mètres carrés de stockage. Donc, ce qui va nous permettre de maîtriser l'ensemble de la chaîne des achats de produits à la distribution, la vente, en passant par la logistique. Et ça va être alors, c'est ce qu'on faisait à petite échelle, mais là, on va le faire à beaucoup plus grande échelle. Donc, on est en train de recruter, on est en train de travailler aussi sur toute la gestion des flux, parce que c'est facile de mettre des racks et des produits dedans, mais il faut bien réfléchir à comment être le plus efficace possible pour que ça soit fluide, pour que l'organisation soit fluide. Donc, on recrute, on est passé, par exemple, on avait à l'époque qu'une préparatrice de commande. Et en fait, il faut savoir que nous, on fait quelque chose de spécifique, c'est que on fait du picking, c'est-à-dire que dans un même carton, et ça, je pense qu'on est assez originaux. Je peux faire du picking, ouais. Ouais, il n'y en a plus beaucoup qui le font. Donc, dans un même carton, on peut avoir 6 bouteilles différentes. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée. Et ce qui nous semble important, parce qu'on vend des produits chers, quand vous avez des bouteilles de rhum vieux, c'est pas forcément facile de les prendre au carton. Donc ça, on est très malléable là-dessus, très souple, mais ça demande une formation de notre équipe qui est importante, parce que il faut pas faire d'erreurs, etc. Et là, on est passé à 3 personnes en préparation de commande et on va continuer à recruter. Donc on anticipe en fait. Et pareil, on a une vraie priorité, c'est le développement du CHR en France, parce que on est beaucoup dans la restauration traditionnelle, moins présent dans le bar à cocktail. Donc, on est en train d'investir humainement pour développer notre présence dans le CHR. Voilà. Ok. Parce que sur le réseau des cavistes, on travaille encore avec des agents multicartes qui ont fait un excellent travail. Et c'est vrai que les cavistes, c'est eux qui font le rôle de conseil et donc de connaissance de nos marques. Donc, on est très bien implanté dans le réseau caviste, et on a cette volonté, et dans la restauration traditionnelle aussi, on a cette volonté de se développer plus dans le bar. Ok, trop bien. Donc du coup, si je te pose la question, où vois-tu Joseph Cartron dans 5 ou 10 ans? C'est dans les bars à cocktails. Oui, et puis d'être un acteur incontournable, effectivement, des bars à cocktails en France comme à l'international. Ok, très bien. Et toi, où tu te vois dans 5 ou 10 ans? Toujours ici? T'auras passé la main? Alors, dans 5 ans, non.
Dans 5 ans, non, oui, ça me... Dans 10 ans, à mon avis, je serai très très proche de passer la main. Ouais. Et ça, j'en serais contente aussi parce que je pense que il faut laisser la place à la relève. Ça, c'est important. Et puis, on n'est pas indispensable, donc il faut préparer. Ça, je pense que effectivement, une succession, mais même que ça soit quelqu'un de la famille ou pas, ça se prépare. Donc, il faut toujours, et je crois que ça se prépare aussi en ayant une équipe en dessous de soi qui soit parfaitement compétente et capable de s'en sortir sans le dirigeant. Alors après, le dirigeant, il est important parce qu'il crée la cohésion, il crée la coordination, etc. Mais il faut que l'équipe soit parfaitement autonome et responsable. Alors après, dans 5 ans, je serai... voilà, on aura notre entrepôt, on aura sans doute rénové aussi notre outil de production, on aura réfléchi à l'agrandir. Donc, on sera... je pense que peut-être que dans 5 ans, je pourrais un tout petit peu souffler. lever un peu le pied. Voilà, peut-être. Sauf si après, on sait pas. C'est pour ça que moi j'ai du mal. On sait pas dans 5 ans. Peut-être qu'il y aura eu d'autres opportunités, mais je dirais. Au sein de Joseph Cartron, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai la fierté que les projets en cours soient aboutis et parfaitement réussis. Voilà. Je comprends. J'ai 2 dernières questions avant de clôturer l'interview. C'est les 2 questions que je pose tout le temps. Il y en a une, elle va être un peu compliquée, mais tu vas essayer d'y répondre quand même. Quelle est la question qu'on t'a jamais posée et que tu aimerais qu'on te pose? Ouais, effectivement. Elle est pas facile, celle-ci. C'est pas simple. Alors peut-être, je crois, quelque chose comme est-ce que tu crois que tu vas y arriver? Ça, c'est quelque chose qu'on m'a jamais posé parce qu'en fait, oui, en fait, mon environnement, il pense que oui, je vais y arriver toujours. En fait, voilà, c'est Okay. donc je me suis jamais sentie. Vous savez, parfois on vous dit non mais n'y va pas, t'es folle. Non, ça c'est quelque chose où oui, je crois qu'on a toujours pensé que j'allais y arriver. Voilà, Okay. On me l'a jamais posé cette question-là. Et si tu devais y répondre? Je crois que j'ai jamais eu peur. Ouais. Alors ça veut pas dire que je vais faire n'importe quoi et que je suis complètement complètement irresponsable. C'est pas ça du tout. Mais d'ailleurs, si j'y vais, c'est que je pense que je suis capable. Sinon, je le ferais pas. Voilà. D'accord. Et la dernière question, quel prochain invité tu aimerais écouter dans Film de Podcast? Alors très clairement, ça c'est pas très compliqué. Thomas Trèfcon. Ah bah oui, forcément, oui. Voilà, ça j'aimerais beaucoup parce que c'est vrai que je l'ai connu. En fait, c'était assez remarquable sa création. Justement, il a mis à l'honneur la diversité culturelle de Marseille et en particulier le quartier de la Noaille. Et avec sa création, il a moi, enfin, honnêtement, j'étais très surprise en goûtant son cocktail parce que il a mis de l'harissa avec de la liqueur de framboise et je trouvais que c'était complètement antinomique dans le sens où la liqueur de framboise, il y a énormément de finesse, d'élégance et je me disais mince, on va pas la sentir avec du harissa. Et en fait, c'est incroyable parce que au contraire, le harissa joue comme exhausteur de goût et ça permet de révéler la liqueur de framboise. Et les deux cohabitent, mais alors parfaitement. Et j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Donc, je serais heureuse en fait de le connaître davantage. Voilà. Très bien. Merci en tout cas, Julie. Merci à toi, Benoît. Et merci pour cette interview. Je suppose que aujourd'hui, on peut retrouver Joseph Cartron sur tous les réseaux sociaux qui existent à peu près. Donc, je mettrai les liens en description du podcast. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Non, je suis contente. Je suis contente que Colin. C'est comme ça en fait je suis très contente que Colin ait pensé à moi en fait. Donc je l'en remercie. Et puis j'espère que Thomas va répondre positivement à cette interview. Et puis en tout cas un grand merci à toi parce que c'était intéressant comme démarche et j'avoue que c'était
très nouveau pour moi. Je l'avais jamais appris. Enfin, j'avais jamais eu l'occasion de faire ce type d'interview. Voilà. Donc merci à toi. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt Benoît. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci encore à Judith de s'être prêtée au jeu de l'interview. C'était une première pour elle et je suis ravi de l'avoir eu à mon micro. Comme vous l'avez compris, Joseph Cartron est en plein développement et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je vous encourage donc à les suivre sur les réseaux. Les liens sont en description du podcast. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Fin de Podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Google, Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous souhaitez sponsoriser un épisode afin de faire connaître votre marque ou votre bar, contactez-moi directement sur benoît@finspiritueux.com. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Fin de Podcast.